Bien, chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle table ronde cet après-midi à Guidel. Une table ronde sur la thématique de comment réduire aujourd'hui la fracture ou les fractures territoriales en France, avec plusieurs invités de marque. Alors, les invités maison, que vous connaissez déjà. Bien sûr, Jacqueline Gourault, notre ministre en charge de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Marc Fesneau, notre ministre en charge des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Frédéric Dabi, donc, qui est directeur général de l'Ipsos. Le l'IFOP, pardon, excusez-moi, ça commence bien. Voilà, de l'IFOP. Ah, la faute de l'IFOP, et qui vient de copublier un livre très intéressant sur la fracture, notamment sur la jeunesse, mais aujourd'hui nous allons plutôt parler de fracture territoriale, même si on aura des passerelles avec ce qui se passe avec la jeunesse. Nous avons Bosco Dumont, qui est un jeune étudiant, qui vient de finir son année d'études et qui va nous raconter, il a vécu une expérience très intéressante, il a sillonné la France pour justement aller voir ce qui se passait sur le territoire en termes de fracture, mais on verra que l'étude s'est beaucoup élargie. Et puis Anne Terlès, qui est une élue locale du mouvement, élue de Normandie, de l'Eure, qui a plusieurs casquettes et qui notamment travaille beaucoup également sur la problématique de l'habitat, etc., sur ces différentes casquettes. Voilà. Donc pour commencer peut-être avec Frédéric Dabi, donc un retour sur comment qualifierait-on aujourd'hui les différentes fractures par rapport aux études que vous conduisez ou que tu conduis, parce qu'on m'a dit qu'on se tutoyait. On se tutoyait. Voilà. Donc quelles sont les différentes fractures, comment on peut les qualifier aujourd'hui par rapport à ce que tu as pu observer dans la société, et quels sont les enjeux qui sont devant nous? Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Merci au Modem pour son invitation. On n'est pas dans des lieux officiels où on est en costard-cravate, donc on peut être décontracté, pour autant essayer de dire des trucs sérieux. Effectivement, bon, l'IFOP travaille énormément sur la question de fracture. On a réalisé quelques enquêtes approfondies avant et après le mouvement des Gilets jaunes, parce que bien sûr, ce qui a été le moteur des Gilets jaunes, ça a été un sentiment d'injustice en fait territoriale, de fracture qui en fait intégrait aussi bien l'accès aux services publics, la mobilité, les déserts médicaux, l'accès aux soins. Je rappellerai que la santé, dans toutes nos enquêtes, est la première préoccupation des Français, mais ça préexistait au Covid. C'est depuis 2019, quand ce Covid n'existait pas, que la santé était devenue la première préoccupation. Alors, sur ces fractures territoriales, on peut dire beaucoup de choses, mais au cœur de ces fractures, quand je vois toutes nos enquêtes quantitatives, qualitatives, où les Français s'expriment spontanément, se niche, si je puis dire, la question de la relation des habitants, la relation des citoyens à l'État, à la sphère étatique. Ce n'est pas anodin dans notre pays où on sait qu'il y a une attente très forte vis-à-vis de l'État, du politique, la magie du politique, la promesse du politique, c'est transformer, peser sur le cours des choses, changer la vie, comme un vieux slogan socialiste puis mitterrandien de la fin des années 70. Et une petite parenthèse, ce qui nous a beaucoup inquiété, et ce qui peut inquiéter tout citoyen à l'issue de ce cycle électoral départemental, régional, c'est que l'abstention, alors il y a eu toute une série de raisons à cette abstention historique, mais notamment chez les jeunes, et je le montre dans le livre que vous avez gentiment cité, il y a un sentiment désormais de vanité, d'inutilité du vote. Voter, ça ne sert plus à rien, car voter ne sert plus à changer la vie. C'est un défi pour tous les politiques pour pouvoir faire, pour casser cette équation. Donc la relation des habitants, des citoyens à l'État, on le trouve dans une sorte de corrélation, une question qu'on pose historiquement depuis une vingtaine d'années à l'IFOP aux habitants de toute commune de France. C'est: a-t-on le sentiment de bénéficier de l'action des services publics pour eux et dans leur commune? On a un rapport qui est plutôt intéressant. 64% des Français disent oui. On a un gros tiers qui dit non. Ça s'est réduit depuis la crise du Covid, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que le quoi qu'il en coûte, l'État a été extrêmement présent, même s'il n'a pas échappé à des critiques à l'inverse d'acteurs locaux. Et c'est vrai que quand on a ce gros tiers de Français qui nous disent « je ne bénéficie pas de l'action de l'État dans ma commune », c'est une minorité, mais ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Et bien sûr, c'est plus dans les petites villes que dans les métropoles, c'est beaucoup plus dans les communes rurales que dans les villes moyennes, et c'est beaucoup plus dans les banlieues populaires que dans les banlieues aisées. Et une fois que ces Français ont le sentiment de ne pas bénéficier de l'action des services publics, de l'action de l'État, se met en marche en marche sans aucun jeu de mots, une sorte de mécanique infernale. Sur le plan individuel, un sentiment d'abandon, d'isolement,
un sentiment de relégation. Ça a été le moteur des Gilets jaunes. Hein. J'ai travaillé sur la Seine-et-Marne, où il y a la Seine-et-Marne du RER, où on a accès à beaucoup de services publics. On est à quelques minutes, si je puis dire, de Paris. Et puis la Seine-et-Marne du train, où pour faire Paris-Provins, Paris-Longueville, je ne sais pas si vous y êtes allé, en fait, Moscou, on met plus de temps que pour faire Paris-Lille ou Paris-Reims, et on se sent tout à fait isolé. Sur le plan individuel, c'est ce sentiment d'isolement, et sur le plan collectif, c'est bien sûr le déclin. L'image d'un âge d'or qu'on a pour son déclin, pour sa ville, pour son département, une sorte de paradis perdu. Et si je puis dire, ça matche beaucoup en ce moment, où on est à 6 mois et 10 jours, je crois, du scrutin présidentiel, du premier tour de l'élection présidentielle. Et ce qui nous frappe, c'est que jamais l'idée que le pays est en déclin a été aussi fortement partagée par les Français. Donc déclin local et également déclin du pays. Maintenant, pour vous répondre et ne pas dépasser les 5 minutes, quand on regarde les fractures que les Français mettent le plus en avant, c'est bien sûr des fractures protéiformes, mais vraiment, une fois de plus, il y a l'idée d'une absence de bénéfices des services publics. C'était une enquête faite en 2019 pour le groupe LR de l'Assemblée nationale. 34% des Français seulement considéraient de vivre dans un territoire délaissé par les services publics. Ça montait à 38 dans les villes périphériques et à 56 dans les communes rurales. Et puis, quand on dit services publics, les Français, ce terme n'a pas peut-être la même connotation qu'on peut avoir ici autour de cette table. Service public, il y a une vision extrêmement extensive. Le service public, c'est le service au public. Par exemple, une banque, c'est vu comme un service public dans le sens où il y a une frustration, même s'il y a des progrès qui ont été faits, pour aller retirer un DAB 20 ou 50 euros. Parfois, il y a une vingtaine, une trentaine de kilomètres à faire. Et donc, les commerces, la supérette, le café dans le petit village est vu comme un service public. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase « Je vis dans un territoire où les commerces de proximité se font de plus en plus rares », ils sont 57% à dire oui, c'était en 2019. Et bien sûr, c'est archi minoritaire dans les grandes métropoles et ça monte à 82% dans les zones rurales. Donc, service public, service au public au sens large. Je noterai que sur cette question, dans notre baromètre de rentrée sur les sujets prioritaires, ça a pris 9 points, la question de la sauvegarde des services publics par rapport à septembre 2020, et que c'est un sujet qui est de moins en moins clivé entre la gauche et la droite. À une époque, il y avait un discours un peu, totémique, c'est-à-dire à gauche, plus de services publics, à droite, il en faut moins parce qu'il y a un problème de rentabilité, de productivité. Ce discours a très largement vécu. Autre fracture qu'on voit dans nos enquêtes, une fracture liée à l'accès à l'emploi. Il est de plus en plus difficile de trouver un emploi dans ma commune ou dans les communes environnantes que dans le reste du pays. Là aussi, même logique entre métropole et communes rurales et France périphérique. Et puis, bien sûr, et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure faire référence à la question de la santé qui a largement préexisté à la crise du Covid, la question de l'accès aux soins qui est de plus en plus difficile à l'endroit où je vis. Alors, ça peut paraître un petit peu, systématique, et ça ne prend pas en compte toute une série de finesses, puisque moi je suis parfois un peu agacé sur toute une série d'idées reçues que des enquêtes qualitatives battent en brèche. L'idée de métropole choyée où tout va très bien, de communes rurales où c'est absolument la catastrophe. On vient de refaire la grande enquête qu'on avait présentée avec Jacques Mézard en 2017 pour l'association des familles rurales. On voit un bonheur rural, on voit une attractivité du monde rural, et on voit également que dans ce contexte de fracture territoriale, mais je ne vais pas en parler ici, ça sera peut-être l'objet de notre débat, il y a un objet, un type de territoire qui monte en flèche en termes d'attractivité, d'intérêt et de bouquet de services publics, ce sont les villes moyennes. Voilà, merci. Merci beaucoup Frédéric. Alors avant de poursuivre, on m'a dit qu'il y a un véhicule qui gêne une sortie de secours, une issue de secours. C'est une Fiat Tipo EV 521 KG, donc il faudrait bouger le véhicule s'il vous plaît, parce que c'est un accès qui est gênant. De rien, cher ami. Voilà. Finalement, dans ce que tu disais, Frédéric, est-ce que tu as observé un glissement entre une fracture urbaine, rurale, et une fracture qu'on pouvait considérer avant par rapport au quartier? On échangeait un peu là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu un glissement? Sur les quartiers? Oui. Oui, alors, c'est vrai qu'on a vu
toujours un sentiment d'appartenance très fort vis-à-vis de sa ville, mais dans les endroits les plus en difficulté, qui bénéficient le plus de la politique de la ville, on a eu une substitution de l'attachement à sa ville pour un attachement à son quartier. Alors que dans les villes moyennes, c'est ça qui est très intéressant, il y a une vision assez globalisante et homogène. D'accord, merci. Alors Bosco, toi tu nous as fait une petite aventure cet été à la fin de tes études, donc tu vas nous expliquer un peu ça. L'objet de ton sujet d'étude, qui est très intéressant et qui au départ avait pour objet de traiter donc, les répercussions de la crise Covid, et puis finalement au fil des rencontres que tu as pu faire sur le territoire, donc le sujet s'est élargi. Alors raconte-nous un peu ton aventure. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci aux équipes du Modem pour leur invitation à partager et à vous présenter mon projet à portée de roue. Donc en 2 mots, je suis parti à la fin de mes études en avril dernier pour un voyage de 5 mois à travers toute la France. Le but, c'était de passer en fait par les 96 départements de France métropolitaine, donc c'est un itinéraire de un peu plus de 10 000 km voilà, qui m'a pris un peu de temps. Et le but, c'était d'aller rencontrer dans chaque département un ou plusieurs responsables politiques, élus locaux, élus nationaux, représentants de l'État, techniciens, pour discuter effectivement du rôle des collectivités dans le rebond social et économique post-Covid, mais des sujets un peu plus larges comme les relations entre les collectivités et l'État, le rôle des collectivités dans la transition écologique, dans l'engagement citoyen. Voilà. Donc ces discussions assez libres, assez générales qui m'ont permis de réfléchir à une grande variété de sujets. Et je me suis concentré effectivement sur le côté très hétérogène qu'on a en France, un peu sur tous les plans. Donc quand on parle de fracture territoriale, je pense qu'il faut vraiment garder en mémoire le fait que en fait, la France, c'est un territoire qui est d'une hétérogénéité assez dingue. C'est pour ça que j'étais assez content de faire ce voyage à vélo. Je m'en suis bien rendu compte, mes jambes s'en sont bien rendu compte aussi, qu'il y avait, que dans une étape de 100 km, je pouvais traverser 3, 4, 5 régions naturelles différentes, en passant des paysages de bocage à des paysages de plaine, des paysages de montagne, bien sûr, plus ou moins de relief. Et qu'en fait, chaque département, ils ont beau avoir 200 ans et une vraie légitimité dans le cœur des gens, ça n'a jamais gommé les régions naturelles qui préexistaient, les régions historiques qui préexistaient, et que on peut se retrouver dans des départements, prenons la Saône-et-Loire dans le sud de Bourgogne, qui est coupée entre la Bresse qui est totalement plate, l'Autunois qui est en fait les contreforts du Morvan, le Charolais qui dépend géologiquement du Massif central, le Chalonnais, le Mâconnais, le sillon du Creusot. Voilà, donc il faut garder ça en tête, je pense. Et je pense que c'est aussi déterminant pour tout ce que sont les hétérogénéités économiques. On peut lier ça à la fois à la structure sectorielle donc des zones d'emploi, qui sont des regroupements des territoires autour de villes-centres. Je me suis bien rendu compte pendant ce trajet que les territoires avaient été plus ou moins sinistrés par la crise. En fait, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sous la direction de Jean-Noël Barrot sur justement l'hétérogénéité territoriale de la crise économique liée à la Covid. Et c'est vrai qu'effectivement, quand je me suis rendu par exemple à Tarbes, j'ai rencontré mon interlocuteur qui m'a vraiment précisé que la zone d'emploi de Tarbes et de Lourdes, ça dépend des pèlerinages, donc d'un tourisme international avec Lourdes, et 2 de l'industrie aéronautique. Donc ces mots, c'était reconstruit sur un champ de ruines. De même, en plus des structures sectorielles, il faut souligner que les mesures sanitaires ont eu des effets plus ou moins forts, les territoires montagnards notamment. Je pense au Briançonnais, quand je suis passé dans les Hautes-Alpes, 85-90% des emplois dépendent du tourisme des montées, des remontées mécaniques. Et donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et cette hétérogénéité-là se retrouve aussi dans les dernières réformes territoriales et les institutions. En fait, je pense que c'est assez important de garder en tête que chaque collectivité a sa singularité et un rôle différent en fonction des territoires. Et peut-être que les lois MAPTAM, les lois NOTRe, ont pas forcément. Il y a eu des angles morts qui ont pu avoir des mauvais effets, un peu à tous les niveaux. Par exemple, avec la loi NOTRe, au niveau communal, donc les intercommunalités, le seuil minimal pour la formation d'une intercommunalité est passé de 5 000 habitants à 15 000. Donc en fait, mécaniquement, il y a eu beaucoup de fusions d'intercommunalités pour respecter ce seuil minimal. Et donc ça a créé parfois des exemples assez compliqués. Je me suis rendu par exemple en Ariège dans le Couserans. J'ai rencontré le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, qui est à la tête d'une communauté de communes qui rassemble 94 communes pour 30 000 habitants.
avec un fonctionnement très compliqué avec 120 élus communautaires pour les conseils communautaires et un budget d'investissement de 10 millions d'euros, donc qui ne répond pas forcément aux besoins du territoire. Ce qu'on trouve au niveau communal, on le retrouve aussi au niveau départemental, avec cette perte de la compétence économique qui a eu des effets parfois néfastes dans certains territoires. Il y a eu du bon, effectivement, de déléguer ça à des régions fortes ou à des intercommunalités fortes, mais dans certains départements, les conseils ont été contraints de créer des agences d'attractivité ou des sociétés d'économie mixtes voilà, qui remplacent ce rôle d'agence économique pour continuer à soutenir l'économie du territoire. Voilà, par exemple, le Loir-et-Cher, dans la région centre, a créé une agence d'attractivité. Non, mais c'est assez intéressant parce qu'ils n'ont pas, évidemment, ils sont restés dans leur périmètre et ils n'ont pas pris la compétence économique, mais ça répondait aussi à un besoin du fait que la région Centre-Val de Loire a une agence économique DevUp qui ne comptait que 2 équivalents temps plein dans le Loir-et-Cher, et donc c'est pour ça que le conseil départemental a souhaité voilà, mettre en place une agence d'attractivité, pas pour prendre ce rôle-là, mais pour insister et attirer des entreprises également sur son territoire. Et enfin, au niveau régional, c'est évidemment la fusion des régions qui a eu... c'est assez particulier. Moi, quand je me suis rendu dans l'ensemble des départements en fait, de la région Grand Est, il n'y en a pas un de mes interlocuteurs qui me dit que c'était une bonne chose, cette fusion région Grand Est, parce que en fait, chaque département regarde dans une direction différente, entre les Alsaciens qui sont plus tournés vers l'Allemagne et la Suisse peut-être, la Marne plus vers le bassin parisien, la Haute-Marne plus vers la Bourgogne, et la Moselle peut-être plus vers le Luxembourg aussi. Donc c'est assez... peut-être plus compliqué de fonctionner ainsi. Voilà. D'accord, donc territorialement, si je comprends bien, des ajustements encore à faire pour éviter de contribuer à aggraver cette fracture, en tout cas ce sentiment de fracture territoriale. C'est ça, moi je pense que ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la singularité de chaque collectivité. Je pense que chaque collectivité a un rôle différent en fonction de son ancrage géographique, qu'un conseil départemental n'a pas le même rôle là où il y a beaucoup un tissu urbain fort, où il y a une métropole qui a beaucoup de compétences et beaucoup de moyens, que dans des territoires ruraux où finalement le conseil départemental c'est un peu la seule collectivité qui est dotée d'une ingénierie territoriale suffisante. Voilà, donc, c'est là où la différenciation finalement prendra peut-être exactement, son sens. Ça fait partie des pistes, je pense qu'il faut approfondir. Je pense vraiment que c'est une question clé en termes de fracture territoriale pour l'élection présidentielle à venir, que c'est un marqueur d'identification pour les gens et qu'il faut en fait rapprocher le pouvoir des territoires et répondre donc à cette hétérogénéité donc sur tous les plans géographiques, économiques et en fait institutionnels. D'accord, merci pour ce retour d'expérience et pour cette belle aventure que tu as vécue et que tu nous permets de connaître et de découvrir aujourd'hui. Alors Anne Terlez, avec ta casquette d'élu local, puisque tu es adjoint au maire à Louviers, également vice-présidente de l'agglomération et conseillère départementale, vice-présidente du département. Par rapport à ce qui a été dit sur le rôle des institutions, le rôle des différentes collectivités, comment tu vois aujourd'hui l'échelon pertinent pour lutter contre la fracture sociale? Est-ce que tu as des pistes par rapport à tes différentes casquettes à nous expliquer? Oui, ça certainement, mais peut-être juste d'une manière générale, dans un premier temps, effectivement, Frédéric l'a bien dit, Bosco en a parlé, il en a été le témoin pendant son tour de France. C'est vrai qu'il y a beaucoup de territoires qui peinent à se projeter, en fait, dans cet avenir et qui manifestent leur inquiétude. Et donc, effectivement, on parle de fracture territoriale. On a un petit aperçu, là, d'après ce que Frédéric nous a dit, du ressenti de nos concitoyens. Voilà, moi je pense qu'il faut peut-être à un moment donné qu'on arrive à préciser exactement de quoi ils veulent parler. C'est vrai qu'il y a des questions d'inégalité d'accès, d'inégalité des chances, de différences territoriales. À l'aune de la mesure du PIB, c'est sûr qu'il y a ces disparités d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, d'une intercommunalité, d'une commune à l'autre, et parfois même d'un quartier au sein d'une même ville. Donc voilà, on a, je crois, une tendance à opposer aujourd'hui, à l'aune de cet indicateur du PIB, les grandes agglos et métropoles qui sont supposées bénéficier de la mondialisation. Et on en a très bien parlé, Frédéric en a très bien parlé. Et puis cette idée qu'on a des périphéries abandonnées. Moi, je crois, et Frédéric l'a dit aussi, que la réalité est évidemment plus nuancée. Et j'aimerais quand même poser là, avant de dire ce en quoi je crois, mais une conviction forte qui est qu'on doit aussi regarder ce qui est positif. Et qu'en France, on bénéficie néanmoins d'une protection sociale très forte, très puissante,
dont qu'on a tendance un peu à oublier. Avec notamment, on est quand même le pays qui consacre la part de son PIB, la part la plus importante de tous les pays européens. Voilà, on est les numéros 1 de cette protection sociale et on a bien vu là pendant la crise sanitaire que ça avait eu une fonction d'amortisseur très fort, et même pendant les crises économiques qui ont précédé. C'est important de le redire quand même, qu'on bénéficie de ce système de protection et qu'on a bénéficié, alors après, à un niveau différent selon les époques, mais d'un investissement public étatique d'abord, très puissant, qui fait qu'on bénéficie d'infrastructures dans l'ensemble de notre pays. Alors évidemment avec des niveaux qui ne sont pas toujours comparables, mais quand même d'une manière générale d'une infrastructure forte. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne par exemple, qui a complètement sous-investi publiquement et qui aujourd'hui se trouve confrontée à des défis. Et donc plutôt que de parler de ces fractures, même si effectivement elles existent, au moins dans l'esprit de nos concitoyens, je pense qu'on vit surtout à l'heure des transitions. Et des transitions qui sont démographiques, des transitions économiques, des transitions environnementales, et qui constituent pour nos territoires, pour nos élus, pour nos habitants, en fait, des défis qui sont absolument majeurs. Et qu'effectivement, on évolue dans un monde, dans un temps, dans une société qui est ultra complexe et qu'il faut relever ces défis. Alors Louviers, c'est une ville d'un peu moins de 19 000 habitants, donc ville moyenne. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans la presse, mais on a fait l'objet on a été une étape dans un tourisme électoral d'un candidat qui se lance, qui est venu la semaine dernière à Louviers, un samedi matin, et qui s'est pas beaucoup renseigné sur la ville, qui n'a même pas eu la courtoisie d'annoncer sa venue à... C'est Arnaud Montebourg. Voilà, si vous n'aviez pas suivi, je le dis, Arnaud Montebourg est venu samedi dernier. Non, c'est pas lui qu'on a pensé, n'empêche que c'est lui qui est venu. Il est tout de même candidat et qui donc n'a pas eu la courtoisie d'avertir le maire et qui nous a fait toute une diatribe sur les villes moyennes, ces pauvres villes moyennes totalement abandonnées. Dans une action. Voilà. Déjà. Et voilà, et vraiment, c'était très triste. Bon, moi, on a pris le parti. Alors c'est vrai qu'on a des difficultés. Donc on s'inscrit dans un territoire plus large qui est l'intercommunalité Seine-Nord. 105 000 habitants, un beau territoire d'industrie. Pour autant, à Louviers, c'est plus de 20% de personnes qui vivent sous le taux de pauvreté. Et quand on fait les calculs, globalement, sur l'ensemble du territoire Seine-Nord, les 3/4 des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'habitent pas nos quartiers prioritaires, parce qu'on a évidemment des quartiers prioritaires. Donc on voit bien là cette disparité, cette complexité du territoire à appréhender. Moi, j'ai le souvenir au début de mon mandat de Nicolas Collin, qui était venu faire une conférence à Louviers et qui nous avait dit ceci: un territoire porteur de handicap, et évidemment que nous avons beaucoup de handicap à Louviers sur le territoire Seine-Nord, c'est aussi un territoire qui est hautement porteur de business et donc de solutions. Et en fait, pour moi, alors évidemment, mon échelon pertinent, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est l'intercommunalité, mais c'est un secret pour personne que je suis aussi vice-présidente de la DCF, Intercommunalité de France, donc l'association d'élus. Voilà, donc j'y crois beaucoup à cette intercommunalité, à cette coopération intercommunale qui finalement, à l'échelon territorial, pourrait être comparée aux coopérations européennes. Et donc je pense que c'est le bon échelon pour peu qu'on ait effectivement une intercommunalité intégrée, qu'elle ait une cohérence territoriale, parce que c'est vrai que dans la loi NOTRe, il y a eu parfois des fusions qui n'ont pas toujours été réalisées en s'appuyant sur un projet de territoire, avec cette définition de ce qu'on a en commun, de ce qu'on peut devenir ensemble, etc. Mais globalement, je pense que c'est cet échelon pertinent, et que quand on a fait cette analyse, quand on l'a partagé, quand on a un projet qui est réfléchi, qui est fondé, on a des opportunités avec, et c'est tout le travail de Jacqueline aujourd'hui, avec probablement une relation bloc local, État renouvelé, et même une relation entre collectivités renouvelée. Et donc là, on a beaucoup dit que par la loi NOTRe, on consacrait le lien intercommunalité-région. Bon, développement économique, etc., ça s'entend. Mais moi, je constate aujourd'hui, dans la réalité qui est la mienne, qu'il y a un véritable axe aussi, et c'est vrai que c'est mis très fort en lumière aujourd'hui avec la crise sanitaire, entre les départements et les intercommunalités, les communes. Enfin, le bloc local. Voilà. Et donc, je pense que si on veut continuer, si on veut pouvoir réduire ces fractures, il faudra aussi qu'on réinvente, on est en train de le faire, mais aller encore plus loin pour garantir cet investissement public
à tout point de vue, pas que dans les infrastructures d'ailleurs, mais aussi sur un volet social très fort entre l'État et le bloc local, et entre le bloc local et les collectivités supraterritoriales. Merci Anne. On peut l'applaudir. Et Anne, justement, tu me permets de faire le lien avec Marc Fesneau, puisqu'on a parlé de ce lien entre le niveau local et le niveau central, hein, le niveau de l'État. Marc, aujourd'hui, est-ce que tu ressens une fracture entre les élus locaux et les élus nationaux? C'est vrai qu'on a tendance à avoir ce débat entre Paris et la province. Comment tu le ressens, comment tu le vis et comment vous travaillez dessus, en tout cas, pour améliorer la perception? Oui, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à ta question, je voulais juste rebondir sur 2 autres points, si tu me permets, qui ont été évoqués. Le paradoxe de ce qu'a dit Frédéric sur la question des Gilets jaunes, qui était un mouvement, au fond, d'expression sur un sujet, à l'origine, qui était plutôt une taxe, puis qui révélait tout le malaise plutôt territorial, parce que c'est plutôt une crise territoriale qu'une crise en termes d'expression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, d'ailleurs, dans les villes. En tout cas, l'expression s'est faite sur les ronds-points, devenus le symbole des territoires abandonnés. Je trouve que c'est intéressant parce que j'ai toujours considéré que c'était un peu une injustice qui nous était faite, parce que 2018 était plutôt le moment de la fin d'un long cycle d'abandon des territoires que nous commencions à essayer. En fait, on n'avait pas complètement découvert pendant la crise des Gilets jaunes la question des territoires abandonnés. Je le dis sous l'œil de Jacqueline parce qu'un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises en termes de services publics, ce qu'avait dit à l'époque Jean-Michel Blanquer, autant je me souviens, sur la fermeture d'écoles, on avait déjà perçu ce sentiment d'abandon des territoires. Et on était à la fin d'un cycle qui avait vu se cumuler à la fois lentement, mais assez sûrement et fermement, la disparition d'à peu près tous les services publics historiques et emblématiques des territoires. La poste, le trésor public, parfois les écoles, globalement. Deuxième point, un sujet qui avait été celui des dotations, parce que quand même, ça s'était un peu vu, et ça c'était dans le quinquennat précédent. Troisième sujet qui avait été celui d'un mouvement de désindustrialisation qui ne s'est jamais interrompu entre les années 70, milieu des années 70 et 2018, alors que le discours du président de la République, nouvellement élu, Emmanuel Macron, était déjà un discours de réindustrialisation, avec des mesures plutôt favorables aux entreprises. Et c'est très intéressant que cette crise qui aurait dû apparaître il y a bien plus longtemps, parce que l'abandon et le sentiment d'abandon des territoires, il est très, pour l'avoir vécu, tous les épisodes du directeur de la Poste qui vient vous voir pour vous dire on n'a pas grand monde, on va réduire les horaires, une deuxième fois pour dire on n'a toujours pas grand monde, évidemment, comme il y a moins d'horaires, il y a moins de monde, et puis après on vous dit bon maintenant on ne sait pas si on va pas fermer la porte. Merci monsieur, vous avez tellement bien essayé de nous tuer qu'on y est arrivé. Enfin je veux dire, on a vu le process se mettre à l'œuvre, et au fond on a cru que c'était accepté, c'était complètement pas accepté par les gens. Plus un mécanisme qui avait fait que quand même, c'est grâce d'ailleurs à ce qu'on a dit sur Cœur de Ville, Petite Ville de demain, qu'on a commencé tout d'un coup à se dire, y compris nous élus locaux, là je me mets dans la case des élus locaux, que quand même c'était pas mal d'avoir des commerces en centre-ville et que le modèle périurbain de grandes zones commerciales était peut-être couillon, mais c'était pas un modèle de l'État ça. Pour certains il fallait avoir une Rolex quand on voulait avoir réussi à 50 ans, pour d'autres il fallait avoir son Ikea pour avoir réussi quand on était maire. Non mais qui n'a pas son Leclerc ou son Ikea Et moi, je me souviens m'être battu en disant mais vous êtes sûr qu'on va accroître les mètres carrés comme ça à l'habitant parce que les habitants vont pas grandir et il va falloir qu'ils bouffent et qu'ils boivent. Sinon, on va avoir un problème. Donc quand même, et c'est tout ce cycle-là qui se termine avec la crise des Gilets jaunes et qui avait déjà été embrayé. Je le dis parce que je pense que c'est quand même un sentiment qui est important. La deuxième chose, c'est que je voulais dire, pardon, mais je vais répondre à ta question. Je vais essayer de pas être trop long. On a aussi rendu complètement illisible le paysage institutionnel pour les gens. Alors, on est devenus nous-mêmes, les élus locaux et les élus nationaux, de parfaits technos qui parlent de trucs que personne ne comprend. Les PCAET, les PLH. Allez voir Mme Michu, en tout cas dans mon village, je ne sais pas de quoi on lui parle. Il faut lui parler plutôt d'autre chose, d'habitat, de logement, de transition écologique. Nous-mêmes élus sommes tombés dans ce panneau-là. Plus, on est tombé dans un troisième panneau qui était le panneau. On dit toujours c'est les énarques qui ont inventé. Pas du tout. Les élus sont très allants à l'idée de... Je dis toujours ça, on se disait toujours ça avec Jacqueline en plaisantant. Quand on est président de communauté de communes, on veut être président d'agglo. Quand on est président d'agglo, on veut être président de communauté urbaine. Et puis quand même, quand on a réussi dans la vie, on est président de métropole. Et donc on a créé 22 métropoles. Orléans et Tours ne sont pas des métropoles de même nature que Lyon et Marseille. Et donc on a fait peur aux gens avec tout ça parce que on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est... Et ça participe franchement des fractures territoriales, sauf que la foudre est tombée plus tôt. Ça m'amène un peu au sujet
que tu évoques, elle est plutôt tombée sur le niveau national, alors que le niveau local est en grande partie responsable de cette situation-là. Nous sommes collectivement responsables de la situation d'abandon qu'on a créée dans les territoires. Ça a aussi posé un problème qu'on n'a toujours pas résolu, ça fait lien d'ailleurs avec le côté participation citoyenne, c'est qu'on n'a pas réussi à créer des espaces de dialogue citoyen. Le dialogue de base, il était commune. Voilà. Grande ou petite d'ailleurs, peu importe. Il y avait quand même le maire, ses adjoints. Et le bon an, mal an, ça se discutait dans cet espace-là. Mais il n'y a pas d'espace de dialogue. Et moi, j'ai été président d'Interco et je suis comme Anne un grand défenseur de l'intercommunalité. Parce que c'est le choix français. Il y avait 36 000 communes, il faut les garder et on les met en mode coopératif. Puisque nous sommes dans un week-end coopératif. Et donc, je le dis à la blague, mais j'aime beaucoup le modèle de la communauté de communes. On vient avec ce qu'on est, venez comme vous êtes, comme disait l'autre, et partageons. Et essayons de faire ensemble ce qu'on n'arrive plus à faire tout seul. Mais il n'y a pas d'espace de dialogue là-dedans pour les citoyens. Et le jour, je débattais aux journées parlementaires du MoDem dans notre beau département du Loir-et-Cher avec Jacqueline, avec le président de la région Normandie. Normandie. Ben oui, tu te souviens bien. Et Nadia, je ne sais pas si elle est là, lui posait une question parce qu'il disait le niveau local, c'est le niveau du débat citoyen. Oui, où est-ce qu'est le débat citoyen dans une grande région? Où est-ce qu'est le contre-pouvoir dans une grande région? Il n'existe pas le contre-pouvoir dans une grande région. Or, les citoyens, ils ont besoin d'avoir des pouvoirs, des contre-pouvoirs et des lieux d'espace. Les Césaires sont très utiles, mais ce n'est pas un lieu de débat et d'espace citoyen. C'est un lieu de la société civile dite organisée qui parle et qui essaie de... Puis on sait bien les liens parfois, malheureusement, de dépendance qui sont créés. Donc on a vraiment besoin de créer cette... comment dirais-je, une des fractures, elle est liée à ça. C'est qu'on n'a pas réussi à créer des espaces et nous, on a inventé des espaces qui étaient plutôt dans le registre de la rationalité et de l'efficacité, sauf qu'il y a un peu d'irrationalité qu'il faut mettre et de passion, parce que sinon, les gens, ils vont mettre de l'irrationalité ailleurs. Et le dernier point sur cette fracture, parce que tout ça procède de la fracture nationale et locale. Je pense qu'on a une interrogation devant nous, mais qui est une interrogation, comment dire, qui est liée au champ démocratique. C'est vrai que la fin du cumul, ne voyez pas en moi quelqu'un... J'étais plutôt pour la fin du cumul. Mais la fin du cumul n'a pas été pensée dans comment ça s'organise. Et donc maintenant, vous avez des gens qui savent qu'ils ne sont pas dans les mêmes écosystèmes et qui chacun défendent un écosystème différent. Ce mandat-là est le premier mandat sans cumul de mandat. C'est voté en 2016, ce n'est appliqué qu'en 2017. Et on verra les conséquences de ça assez sur le long terme parce que ce n'est plus un espace de dialogue. Ce n'est pas le sujet d'être député-maire. Moi, je ne crois pas qu'il faille être maire pour comprendre la réalité des gens. Ça, c'est là. Pour le coup, c'est un pipeau de nos oppositions. Vous n'êtes pas tous maires dans cette salle. Je crois que vous voyez à peu près la réalité que vivent les gens. Parce que d'abord, c'est la vôtre. Donc il n'y a pas besoin d'être maire pour comprendre. Et moi, je peux le dire, j'ai été maire. Donc personne ne va me dire que je suis déterritorialisé, métropolitain heureux. Je m'en fous, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'était que quand vous aviez des gens qui avaient à moitié un pied territorial, ils ne jouaient pas le niveau local contre le niveau national. Or, on a construit là depuis 4 ans. Les oppositions ont construit trop souvent un truc de c'est tellement mieux quand c'est national et c'est local et c'est tellement dysfonctionnel quand c'est national. C'est confondant de ridicule, parce que c'est en train de nouer une querelle et une fracture qui n'existe pas. Vous voyez bien que le déploiement vaccinal, moi quand j'ai vu des présidents de région, alors là je ne les cite pas pour être poli, mais dire moi je vais commander du Spoutnik, heureusement que non, quoi. Heureusement que c'est commandé et piloté quelque part, parce qu'on se dit danger quand même. Et j'aimerais qu'il y ait des commissions d'enquête pour savoir où sont arrivés les masques qui avaient été commandés par milliards et qui ont dû tomber au pied de beaucoup de camions sur les tarmacs de Chine, parce qu'ils ne sont pas tous arrivés, les masques. Hein. Avec des gens qui disaient laissez-moi faire, je suis compétent, parce que les ARS, ça ne marche pas. Oui, les ARS ne sont pas toujours formidables, enfin. Et cette espèce de culture qu'on a inculquée de... Il faut laisser faire le local parce que le national serait mauvais, mais ce n'est pas du tout comme ça. Il faut que le local et le national coopèrent, là aussi. De recoopératives. On a vraiment besoin de ça. On est un État qui n'est pas un État construit par... Il a été construit par son centre et par son centralisme. Ce n'est pas la peine de le démolir, parce que si on le démolit, il n'y a rien. On n'est pas dans le modèle espagnol. Et l'autre jour, je croisais mon collègue espagnol qui me disait vous êtes heureux, vous, d'avoir... Alors moi, là, j'étais moins d'accord d'avoir des parlementaires qui sont quand même plus disciplinés que chez nous, parce que lui, il a une majorité un peu compliquée, parce qu'il a des relations avec le Parlement aussi. Et pour gérer la crise, c'est quand même mieux parce que vous décidez nationalement puis vous déroulez. Parce qu'avec nous, il faut négocier avec les régions si vous aviez comme c'est cauchemardesque. Et on l'a vu d'ailleurs sur la différenciation, parce que tout le monde vend de la différenciation. J'en parlais avec notre préfet, je n'ai pas eu le temps de te le raconter, Jacqueline.
Et on a vu quand on a dit, on va faire la différenciation en disant, les territoires qui ont beaucoup de taux d'incidence l'an dernier, ils auront des mesures coercitives, et puis quand ils n'en auront pas, on va fermer. Sauf que c'est devenu Paris contre Marseille. Parce que pour manque de bol, c'est tombé sur Marseille. Et les Marseillais ont dit c'est une mesure de coercition et de méchanceté de Paris contre Marseille. Différenciation mal vécue, parce qu'on est aussi un pays qui veut de la différenciation, et ce n'est pas le moindre des paradoxes dans la relation nationale-locale, mais qui veut que de l'égalité. Et on l'a vu sur plein de sujets dans cette crise Covid. C'est mieux vaut emmerder tout le monde que de différencier l'emmerdement. Parce qu'au moins c'est égalitaire. Comme ça tout le monde gueule, mais au moins c'est égalitaire. Et c'est quand même un truc de fou, de dingue. Et donc je pense qu'on a travaillé là-dessus dans un espèce de... faut que l'État central devienne adulte et que l'État local, enfin les collectivités, la puissance locale aussi deviennent adultes et pas dans un rapport de dominé-dominant ou de « je veux prendre ta place ». Et comme les régions ont pris beaucoup d'espace dans cette affaire-là, on a fait des surpuissants locaux. Et je finirai par un truc qui est assez fascinant. Quand il y a un problème local, le jour où vous trouverez une manifestation devant un département ou devant une région, vous me le signalez. On est dans un pays où vous avez un problème de transport scolaire, vous allez manifester chez le préfet. Mais enfin, le pauvre préfet, il n'a rien fait, il est plus compétent en termes d'action, je veux dire. Vous allez à Marseille, vous faites engueuler par les gens pour dire comment ça, le milliard qu'on met sur les écoles, pardon, hein, c'est la collectivité qui aurait dû le mettre. Donc c'est pas un dysfonctionnement local, ça? Il n'y a pas d'être parfait au niveau local et imparfait au niveau national, il y a des imparfaits partout et des parfaits. Comment? Oui, tu as raison. Jean-Louis, tu as raison de me reprendre. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on soit un peu adulte dans notre mode de fonctionnement. C'est ce que je voulais dire dans le rapport. Et puis, il y a un défi, je trouve qu'il faut très analyser la situation. Je trouve que c'est assez fascinant ce qui se passe sur les éoliennes. C'est une forme de fracture qui naît, honnêtement. Des trucs plus moches que les éoliennes, on nous en a fait dans les dernières décennies. Hein. Enfin, je veux dire, quand vous faisiez des lignes à haute tension, des centrales nucléaires, je n'ai pas trouvé qu'en termes d'esthétique, c'était formidable. Donc, il ne faut pas dire, le problème n'est pas seulement l'éolienne. Le problème, c'est l'implantation d'infrastructures qui sont vécues dans les territoires comme une violence qui leur est faite de leur identité, de leur paysage, et le fait qu'ils soient à eux porter la charge pour les autres. La charge de ce qu'il faut faire en termes de transition écologique. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus parce qu'on a devant nous un assez gros problème. Je rencontrais au moment des régionales un collectif anti-éolien parce que ça fleurit, pas qu'au printemps d'ailleurs. Oui, là c'est même plus en Beauce, c'était partout, mais les tempêtes en Beauce, tu as raison, c'est un rappel des vieux souvenirs. Et alors ils disaient ce qu'il faut en fait, ils faisaient la promotion du nucléaire. Vous savez que dans cette maison, et François l'a fait à plusieurs reprises, on pense que nous le nucléaire c'est une voie et on ne le dit pas à bas bruit, on ne fait pas semblant, on ne se cache pas derrière les murs, on pense que c'est une des voies, avec la potentialité et les risques, mais enfin c'est une des voies. Et j'aurais dit, bonne nouvelle, vous n'allez pas avoir d'éoliennes, par contre on va vous installer une centrale nucléaire. Vous ne croyez pas qu'on aurait un problème aussi? Je pense qu'on serait dans la même difficulté aujourd'hui d'implanter des centrales nucléaires que d'implanter des éoliennes. Donc on a un sujet de débat, parce que ça aussi c'est vécu comme, et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, l'État central vient imposer à nous pauvres gens, qui nous vivons comme des méprisés, des infrastructures dont on ne veut pas. Et là, il faut qu'on mette en place des processus de dialogue, y compris de participation très aboutis qui permettent aux gens de s'approprier les sujets. Sinon, on ne fera plus rien. Parce qu'on sera infoutu d'implanter la moindre installation. Là, on est sur des sujets un peu sensibles, mais ça peut être pareil pour des questions d'entreprise ou d'usine. Et donc, on a un travail là, pour le coup. Et là, on a besoin aussi des collectivités. Pardon, j'ai été trop long, mais j'avais plein de choses à vous dire, comme vous avez vu. Merci beaucoup, Marc. Alors, Madame la Ministre, chère Jacqueline, quand on entend ce qu'on vient d'entendre, tant le bilan que le vécu qu'on a et le ressenti que nous pouvons tous avoir de ces fractures territoriales, on voit que le travail est immense. Frédéric, ouais, c'est très impressionnant. Frédéric nous l'a rappelé, ou même Bosco, le sentiment d'absence de services publics, l'accès à l'emploi, les soins. On est à l'heure des transitions. Comment est conduite l'action du gouvernement? Il y a beaucoup de choses qui se sont faites ces dernières années, notamment sous ton autorité. Beaucoup d'actions concrètes qui sont menées. Et comment vous arrivez à articuler ça avec les collectivités? Alors d'abord, je vais réagir par rapport aux interventions qui m'ont précédé. D'abord, souvent, on a parlé de sentiments. Hein.
sentiment de fracture, sentiment d'isolement, sentiment, etc. Et au fond, la première question qui se pose, c'est quelle est la réalité et le sentiment? Comment ça se pose? Alors, il y a des gens, effectivement, qui se sentent loin de tout, qui se sentent en bas de l'échelle. Il y a des inégalités en France, tout le monde le sait. Mais, et ça a été dit aussi, c'est Anne qui l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un des pays les plus redistributifs au monde. Et ça, comme nous sommes des Français, que nous aimons le débat politique, je crois que nous ne sommes pas capables de le rappeler régulièrement, nous ne le faisons pas, nous nous enfonçons dans des discours politiques d'opposition entre l'État et les régions, l'État et les collectivités territoriales, etc., etc. Et c'est Laurent Davezy, dans son dernier bouquin, qui montre ça, qui montre que nous sommes vraiment dans un État où il y a une redistribution très importante. Ensuite, je voulais bien sûr dire que c'est vrai que les Français sont très attachés au sentiment d'égalité, et vous l'avez dit tout à l'heure, et au rôle de l'État qui doit remplir cette mission. Et en même temps, ce que vous avez dit tout à l'heure, Bosco, vous avez décrit de façon bucolique la France avec ses paysages, etc. Et nous, avec Marc, on vous écoutait parce que nous, on est dans un département qui, au fond, la résultante de bouts de régions anciennes ou de provinces anciennes, avec au nord le Perche, la Beauce, la Sologne au sud, etc. Bon, on connaît ça par cœur. Et vous vous rappelez Fernand Braudel qui a le mieux décrit tout cela en disant que la France se nomme diversité. Et là où je suis, je peux vous dire que c'est, au fond, la France se situe sur une ligne de crête entre ce souci du rôle de l'État, des légalités, etc., et de l'autre côté, des libertés locales, du respect des traditions locales, de la culture locale, et qui conduit souvent à opposer les collectivités territoriales et l'État. Alors qu'on sait très bien, Marc l'a dit parfaitement, pour pratiquer depuis 4 ans cette fonction de ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, on sait qu'on est efficace que si il y a un rôle conjoint de l'État et des collectivités territoriales, et bien sûr, spécifiquement, où ça va le moins bien. Parce que l'État joue son rôle, justement, de remise à niveau des territoires qui sont les plus en difficulté. Mais par populisme, je fais un peu de politique, mais par populisme, par volonté de s'opposer au gouvernement, etc., il y a vraiment des hommes politiques et les femmes, bien sûr, qui aggravent en permanence le débat et cette notion de fracture et d'archipel. D'ailleurs, je dois vous dire que moi, je n'utilise plus ces mots. Je n'utilise plus ces mots, non pas que je nie les inégalités sociales qui peuvent exister. Enfin, je veux dire, quand on connaît les quartiers de certaines banlieues, etc., on ne va pas dire que ça n'existe pas. Mais je pense que l'utilisation de ces mots en soi, dans le débat politique, en toujours tirant vers le bas, est quelque chose qui ne fait qu'accroître le malaise des Français et non pas, je dirais, le tirer vers le haut en apportant des solutions concrètes. Et donc, je crois que c'est en fait une mission compliquée, mais qu'il faut poursuivre, de faire en sorte que l'État et les collectivités travaillent ensemble. Alors, il y a plusieurs méthodes. On a connu des périodes, comme après-guerre, où il y avait des plans qui... il y avait eu la destruction de la France, il y avait eu une nécessité de reconstruire la France, et au fond, on faisait dans tous les territoires français des politiques un peu similaires. Dans la notion de plan, c'est ça qu'il y avait dans la tête. Et puis, il y a des périodes comme maintenant où il faut recoudre un certain nombre de territoires,
quand on est dans le, je sais pas, dans le bassin minier du Nord et de l'Est, on sait qu'il y a des remèdes particuliers qu'il faut apporter. Et c'est pour ça, moi, personnellement, que je crois beaucoup à la politique de contractualisation, qui permet à l'État de jouer son rôle, c'est-à-dire un rôle d'équité, j'aime mieux le mot équité qu'égalité, un mot d'équité entre territoires et entre les citoyens. Et je crois que c'est quelque chose qui répond à l'attente de nos concitoyens. Mais c'est vrai aussi, par exemple, quand on fait des contrats avec les régions, qu'on appelle des contrats de plan État-région, je pensais tout à l'heure au président de la Normandie que tu as cité, c'est le dernier avec qui je n'ai pas signé de contrat de plan État-région pour l'instant, mais ils ont des préoccupations aussi pour combler certains retards dans certaines régions. Et il faut que l'État compense ces retards. Mais il faut aussi parler des ressources de l'État et des ressources des collectivités territoriales. Parce que le nerf de la guerre aussi, c'est souvent ça. Et alors, je suis frappée aussi souvent comment les collectivités sont attachées aux impôts traditionnels. Vous savez, ce qu'on appelait les impôts locaux, avec pouvoir de taux et assiettes sur les territoires. C'est ce qu'il y a de plus inégal qui crée les plus grandes inégalités en France. Et c'est pourtant à cela que les élus locaux sont le plus attachés. Parce que quand vous êtes maire de Saint-Laurent-des-Eaux en Loir-et-Cher ou d'Avoine en Indre-et-Loire, vous avez une centrale nucléaire sur votre territoire, vous êtes les rois du pétrole, si je puis dire. Et c'est la raison pour laquelle aussi les politiques et tous les gouvernements ont essayé de répondre aussi à une meilleure péréquation, à une meilleure redistribution sur les territoires. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la différence entre les régions s'est amoindrie, et on le sait, Frédéric, depuis que les régions sur le partage d'un impôt national, c'est-à-dire la TVA. Alors, ça n'est pas, suffisant totalement, mais n'empêche que les écarts de ressources entre les régions se sont amoindris parce qu'on n'est plus sur un prélèvement local en fonction de la richesse et de l'industrie locale. Et donc, il y a nécessité de travailler sur les leviers de ressources aussi sur les territoires pour que le partage à l'intérieur des collectivités se fasse. Je prends les départements de France qui sont assez raisonnables parce qu'ils ont mis en place eux-mêmes à l'intérieur des départements une péréquation qu'ils se partagent sur l'ensemble du territoire. Et puis, bien évidemment, les richesses sont différentes aussi selon le positionnement des territoires et l'organisation des territoires. Vous avez fait tous appel à la loi NOTRe et peut-être aussi à l'autre loi qui a redécoupé les régions et qui ont fait apparaître de grandes régions et qui ont fait... C'est le même gouvernement qui a créé les grandes régions et qui voulait couper la tête aux départements et qui, en fait, a renforcé les départements sur les territoires en créant ces grandes régions. Et là aussi, je pense que la structure des collectivités territoriales, quand elles sont trop grandes, joue un rôle assez négatif sur la conscience politique de nos concitoyens. Il est certain qu'entre la Creuse et les Pyrénées-Atlantiques, je fais ça au hasard, dans une même région, à la Nouvelle-Aquitaine, le sentiment d'appartenance à un ensemble est tout à fait éloigné. Et donc, finalement, c'est encore le fait d'être dans une nation, dans un État français, que les Français se retrouvent le mieux. Il y a eu aussi ce que vous avez appelé la différenciation. Alors, les sentiments sont très partagés, on en parle souvent avec Marc. Moi, je dis que la différenciation peut marcher, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le sens où on a besoin d'amener des outils, des recettes, des financements différents selon les régions. Parce que le rôle de l'État, c'est de
hisser, de mettre fin aux fractures, comme vous dites. Mais il y a aussi des cultures, puisque je suis en Bretagne, je vais le dire comme ça, des cultures différentes. Tous les candidats aux élections régionales en Bretagne, tous les candidats avaient une idée en commun. Je vais lancer un ballon. Hein. Cette idée, c'était de ne faire qu'une collectivité rassemblant les départements et la région. Et la question, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'on fasse ça dans certaines régions et pas dans d'autres? C'est une question que je pose. Est-ce que c'est la différenciation qui répond à une attente locale, mais est-ce que cette différenciation qui répond à une attente locale, parce qu'il y a un fort sentiment d'être breton, qu'on soit dans les Côtes-d'Armor, dans le Finistère ou dans le Morbihan, encore que j'ai entendu ce matin, le président Ferrand a dit qu'il était très content d'être dans un département, à savoir le Morbihan, qui était la banlieue du Finistère. Donc, vous voyez que même en Bretagne, on peut trouver des sentiments quelquefois entre ceux qui seraient les vrais Bretons et les autres un peu moins. En tout cas, je me pose la question, et je suis prudente quand je dis cela, pour savoir si, au fond, ce sentiment de fracture que vous avez évoqué, eh bien, ou d'inégalité, peut s'accentuer si l'organisation française est différente, ou au contraire, si elle va apaiser, le climat social ou revendicatif qu'on peut trouver dans certaines régions. C'est une question que je pose devant tout le monde, mais en tout cas, je vais conclure parce que j'ai été beaucoup trop longue, pour vous dire que moi, je suis convaincue que la France a besoin, ou plutôt les Français ont besoin, de responsables nationaux et de responsables locaux qui travaillent ensemble, et que tous ceux qui font commerce en permanence d'opposer les collectivités territoriales à l'État sont des gens qui sont des dangers publics. Moi, je le dis parce que je le pense vraiment. Ce sont des dangers publics qui mènent au populisme qui se développe beaucoup en France, et je crois que nous avons à lutter contre cet état d'esprit. Et tout à l'heure, Marc, j'y pensais quand tu disais c'est pas parce qu'on est maire qu'on comprend tout, le citoyen comprend bien ce qui se passe, et là où il vit, il comprend bien ce qui se passe. Le procès d'intention qu'on a fait au président de la République quand il est arrivé, parce qu'il n'avait pas été élu local, non mais c'est un truc qui est invraisemblable. Et aucun journaliste n'a jamais rappelé que Pompidou est arrivé sans avoir été élu local. Qu'est-ce que c'est que cette histoire comme c'est... Et De Gaulle non plus, voilà. Et voilà. Et c'est très intéressant parce qu'au fond, les opposants ont construit une fable, n'est-ce pas? Comme quoi, en fait, on ne pouvait pas gouverner un pays si on n'avait pas été élu local. C'est indécent. C'est comme si on ne pouvait pas être maire si on n'avait pas fait je ne sais quoi avant. Voilà. Merci. Merci Jacqueline. Alors, avant de passer un temps d'échange avec vous et qu'on puisse poser des questions à nos intervenants, Frédéric voulait rebondir. Oui, je voulais dire deux choses. C'est absolument passionnant ce qui vient d'être dit de la part des ministres et ce qui a été dit, bien sûr, en fait, avant. Mais il y a deux choses qui me marquent. C'est d'abord ce que dit Jacqueline Gouraud et ce qu'a dit aussi Marc Fesneau. C'est faire coïncider la réalité et la perception de la réalité. Soyons modestes sur l'outil sondage. Je crois que ça reste un outil qui permet de bien connaître une réalité, plus qu'un réseau social, plus qu'une conversation dans un bistrot, moins qu'un Tour de France de 5000 km, mais ça permet de connaître une certaine réalité. Et le rôle du politique, c'est peut-être lorsqu'il a réussi, c'est faire coïncider cette réalité
et cette perception de la réalité. Je vais vous donner quelques exemples sur cette concurrence territoriale qui a été évoquée, sur cette bataille d'Hernani, le local ne ment pas, comme on disait jadis dans des tristes périodes, la terre ne ment pas, versus le national à tout faux. Ce qui est intéressant, c'est que les Français vont quand même au-delà de ça. C'est vrai que, il faut le dire, ça fait maintenant il y a environ quelques années, quand dans des sondages un peu artificiels, on demandait quel est pour vous l'échelon local de trop. Il y a encore quelques années, c'était selon la question le département ou la région. Jamais l'État, bien sûr, et jamais l'échelon municipal. Jamais, parce que oui, c'est l'échelon de proximité. Et plus une institution territoriale est proche, plus il y a je dirais, du répondant, et plus on vote. La Corse, on peut peut-être en parler. Il y a eu une abstention beaucoup plus faible. On présente la semaine prochaine à Montpellier une enquête pour l'ARF, pour la Congrès des régions de France. On voit très bien qu'il y a des raisons de vote en Corse qui s'expliquent très bien par l'attachement au territoire considéré. Il y a quelques années, c'était une sorte de concurrence département-région. Ça fait maintenant 2-3 ans, c'est vrai, il faut le dire, que c'est systématiquement le département qui est vu comme l'échelon de trop. Alors parce que ces régions apparaissent, même en dépit d'un déficit de proximité qu'on a vu aux élections régionales. Dans le livre, je montre que 84% des 18-24 ans n'ont pas voté aux élections régionales, alors que l'abstention automatique et massive des jeunes n'est pas quelque chose d'écrit. Ils ont parfois voté plus que la moyenne à l'élection présidentielle en 81, en 95, en 2007. C'était bien sûr des élections de renouvellement, de rupture. Ça sera peut-être moins le cas pour 2022. Parenthèse fermée. Mais quand même, on a l'idée que la région a, comme les villes aussi, ont fait le job pendant la crise du Covid, qui n'a rien créé, mais qui a amplifié ces tendances. Mais dans d'autres enquêtes, quand on sort de quel est l'échelon de trop, mais qu'on demande quel est le schéma idéal pour une politique publique locale réussie, c'est systématiquement ce que disait Jacqueline Gouraud, c'est-à-dire un travail commun entre l'État et la collectivité, et une ou plusieurs collectivités territoriales. On n'est pas en Italie, on n'est pas en Espagne, on est en France. Et c'est vrai que, relisons la dynamique de l'Occident, c'était Norbert Elias, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un fait historique majeur. Maintenant, la perception. Quand on interroge les Français sur quels sont aujourd'hui, quand on parle d'une France délaissée, une France abandonnée, une France à deux vitesses, on pense à quelle France? Jusqu'en 2005, la crise des banlieues, on nous citait systématiquement la France des banlieues. Depuis 2008-2010, c'est la France rurale. Et au contraire, dans d'autres types de questions, quand on demande quel est l'endroit en France où il y a le plus d'injustice, ils répondent les banlieues. Alors qu'on devrait dire injustice dans ce pays passionné par les injustices, ça vient de la jeunesse qui parfois peut sombrer dans une forme de wokisme, mais ce n'est pas notre débat du jour. On aurait pu croire injustice, il faut mettre le paquet sur la banlieue. Mais justement, la crise du résultat est là. Les Français ont le sentiment, à tort ou à raison, que malgré les sommes versées, la situation ne s'améliore pas, qu'on est sur un enjeu à venir en termes de traitement et de résolution finale. Et donc, on se tourne davantage sur une France délaissée, sur la France des villes moyennes, dans un contexte, je le disais également, d'attractivité à l'égard de ces villes, et surtout des communes rurales. Et le but pour le politique, c'est peut-être montrer que le résultat est là pour faire coïncider ces différentes perceptions. Merci Frédéric. Un temps d'échange avec nos invités. Bonjour, voilà, je suis le premier handicapé physique à avoir été élu président d'un conseil citoyen chargé de l'urbanisme dans la banlieue de Laxou en Meurthe-et-Moselle où j'ai été résident pendant plus de 20 ans. Je voudrais dire aux élus, s'il vous plaît, n'oubliez pas que c'est des citoyens qui... Moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait des études de géographie, d'urbanisme et d'histoire. Donc j'ai eu de la chance, je comprenais le jargon que les élus utilisaient. Mais sinon, un mec lambda, une personne lambda, pardon, excusez-moi, ne peut pas comprendre le jargon au bout de 6 mois. 6 mois, ça fait long. Et une deuxième chose que je voudrais dire, je voudrais que
vous réformiez le statut des élus handicapés, s'il vous plaît. Enfin, vous essayez de le réformer. Parce que moi, j'ai été obligé de refuser un poste d'adjoint à la mairie de Laxou à cause de mon AH sauté et mon indemnité d'élu était de 1 200 €. Et qui dit élu veut qu'on se déplace, qu'on ait des frais de représentation. Et si j'avais accepté, je n'aurais plus de quoi vivre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On prend peut-être une série et puis on revient voir une série de 3 s'il y a... Voilà, au fond. Bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais vous étonner. Voilà, j'ai aujourd'hui 18-20 ans. Pour ceux qui me connaissent, c'est à peu près mon âge. Je m'appelle Anne ou Mohamed, mais j'habite du côté des volcans. Je prends les volcans, mais ça pourrait être autre part. Alors là, j'ai fait mes études en me levant à 5h30 du matin pour aller à l'école, un petit peu plus loin, puisque mon école était fermée. Je rentrais, il était 5h, 5h30. Pas le temps de faire autre chose. Le mercredi, dans la famille, le seul sport où on remuait un peu le cul des vaches, et puis ça allait bien. Et puis là, j'ai quand même continué mes études. J'ai eu beaucoup de mal à suivre Internet, parce que le 5G, elle n'existe pas. Ou alors ça fait que 15 jours, parce que moi j'y étais la semaine dernière, il n'y en avait pas. Donc là, je dis, bon, bah, je vais perdre mes études. Mais si je fais mes études, je ne vais pas avoir d'argent pour y aller. Donc on peut me faire un prêt étudiant. Mais le prêt étudiant, il faut que mes parents puissent le garantir. Bon, bah, je vais travailler. Je trouve un travail. Bien, chouette. Un apprentissage. Bien, chouette. Je vais vouloir partir. 150 ou 200 km de là, il n'y a pas de moyen de locomotion. Alors, je fais un effort. Je dis, je vais prendre un blablacar. Et j'y vais. Et là, on me dit, ben oui, vous avez un essai de 3 mois. Et j'habite où? Ah, il faut louer un appartement. Bon, si c'est à Paris, on ajoute 3 000 € pour avoir 3 mois de loyer devant, et puis un petit peu de quoi manger. Et après, on se demande pourquoi on ne trouve pas de travail. Donc ça, peut-être que Frédéric, par rapport, parce qu'on parle de la jeunesse, tu auras peut-être des éléments à nous apporter par rapport à l'étude que tu viens de livrer dans ton ouvrage, La Fracture. Une troisième question ? Oui, voilà. Donc j'ai une question par rapport aux projets. Il y a des projets qui sont en général mis en place et quelquefois ils mettent 10, 15, 20 ans pour aboutir. Est-ce que vous avez analysé pourquoi ça met autant de temps? Même il ne s'agit pas de les faire en 3 mois, mais il faut réfléchir sur les processus qui sont mis en place pour que ces projets puissent déboucher rapidement. Parce que quelquefois, quand on met 10, 15 ans, ce pourquoi le projet était fait au départ n'est plus valable. Donc je crois qu'il faut réfléchir pour que sur 2 ou 3 ans maximum, tous ces projets puissent déboucher. C'est un élément d'efficacité de nos politiques. Voilà. Et d'autre part, pour les collectivités territoriales uniques, il est possible, c'est un autre élément, d'analyser ce qui s'est passé en Martinique, Guyane, Corse et Mayotte, puisqu'elles existent là-bas. Oui. Alors, sur la première question concernant donc, le statut de l'élu des personnes en situation de handicap, et puis également notre jargon, voilà. qui voudrait répondre? Sur le statut, chacun. Sur le statut, monsieur, j'ai entendu ce que vous avez dit. En fait, vous avez expliqué que vous perdiez votre allocation adulte handicapé ou que vous dépassiez avec une indemnité d'élu qui faisait que vous perdiez. Alors, je croyais que cette affaire était réglée depuis 3 ou 4 ans, mais je vais en regarder ça de plus près. Je vais voir ça avec Amélie de Montchalin, parce que je pensais qu'on avait réussi. J'avais eu ce cas en Loire-et-Cher, je m'étais occupée du maire de Lille, je me souviens, et je pensais que l'affaire était réglée, mais peut-être que ça ne l'est pas encore, puisque vous le soulignez. Je vous apporterai une réponse précise. Oui, mais on n'a pas tout à fait ce... Je ne sais pas si tu as l'accroche. Je pense que ce n'est pas législatif, mais réglementaire. Marc ? Moi, je voulais juste répondre. Le jargon, j'en ai parlé moi-même. On s'écoute un peu jargonner. Alors, toute corporation pour créer son jargon. Quand je vois les agriculteurs, je leur dis, vous savez que personne ne comprend ce que vous racontez. Hein. Mais personne.
Et chaque structure crée son jargon. Le monde de l'éducation, le monde de l'agriculture, le monde des élus, le monde des ministres, sans doute, quand on y réfléchit bien, le monde des parlementaires. Enfin bref, donc on a besoin de faire un effort parce que la différence, c'est qu'on est quand même sur des sujets qui touchent au quotidien des gens et que si on veut les embarquer dans toutes les transitions qui sont à l'œuvre, c'est important. Ça me permet de répondre à la question de la temporalité. Oui, alors, c'est vrai que sur les projets, un certain nombre disent que ça va trop lentement. Alors je pense qu'il faut quand même qu'on distingue. Il y a quelques projets parfois, je me souviens, et c'est pas si lointain quand j'étais maire, on aurait un tout petit peu réfléchi, parce qu'il ne faut pas qu'on fonde parfois vitesse et précipitation. Un projet qui met 20 ans, il y en a un qui n'était pas très lointain, là, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, en Loire-Atlantique, je pense que c'est qu'il a un problème, le projet. Quand on met 30 ans à faire sortir quelque chose de terre, parce que des études peuvent durer, mais 20 ans c'est long. Donc c'est qu'on a un problème. Alors on a à la fois besoin d'avoir une réflexion assez long terme, parce que les enjeux qu'on a devant nous quand on fait de l'urbanisme, on a besoin de vraiment penser à 20 ou 30 ans et de déployer sur 20 ou 30 ans son urbanisation, au moins, parfois. Et en même temps, on a besoin d'adosser à ça des projets concrets qui soient dans une temporalité, comment dirais-je, bien plus courte. Donc il y a la prospection et l'aménagement qui nécessitent du temps long et puis les projets qui nécessitent du temps court. Mais du temps long sur un projet, c'est qu'il y a un problème avec le projet. Et puis dernier point pour répondre à Josette, qui a toujours 20 ans, c'est que ça me permet de dire ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, je trouve que la Covid, enfin comme on veut, a complètement inversé le regard qu'il y avait sur les territoires dits peu denses. Je ne dis pas ruraux, mais peu denses en tout cas. Ou le sentiment que dans ces territoires-là, on était d'une certaine façon protégés, qu'il y avait une forme de proximité un peu imaginaire, qu'on était au grand air, qu'on pouvait faire des circuits de proximité, qu'on était beaucoup plus, maintenant c'est le terme à la mode, résilient dans l'affaire de la Covid. Ces territoires-là ont une capacité d'attraction. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans beaucoup de territoires, il y avait des sujets de vente de biens qui n'existent plus puisqu'ils ont tous été vendus. Mais ça m'amène à ta question parce que ça va amener un deuxième sujet, c'est qu'est-ce qu'on offre comme service pour que les gens n'aient pas fait un aller et un retour rapide sur une autre terre. Et ça, c'est la question de l'habitation, la question de la mobilité va être une question absolument centrale. Ce qu'on fait sur le déploiement à la fois des réseaux téléphoniques et du haut débit, c'est absolument essentiel. Et on a besoin de penser notre aménagement du territoire pour faire en sorte que des gens qui vont être très attirés par ces territoires-là, les villes moyennes, les territoires plus ruraux, ils trouvent des solutions de mobilité pour pas ce que tu décrivais assez juste, que les jeunes qui s'y installent, ils aient qu'un choix dans leur vie, c'est soit de ne pas faire d'études, soit de sortir du territoire dont ils sont les enfants. Or, les territoires ont besoin de garder leurs enfants. S'ils perdent leurs enfants, c'est quand même une partie de la richesse d'un territoire et de son identité qui se perd. Donc on a ça à travailler avec quand même un sujet qui, tout ça se fait dans un contexte de contraintes légitimes d'ailleurs, liées à la transition ou aux transitions qui sont devant nous. Il faut essayer de préserver le foncier, il faut essayer de réduire nos gaz à effet de serre, donc on a besoin aussi de faire ça à la fois. Donc c'est ça qu'il faut qu'on essaye de combiner, mais je pense que c'est... Alors ça, pour le coup, c'est devant nous, mais on a à mon avis 2, 3, 4, 5 ans pour ces territoires-là pour profiter du moment où on se dit, après tout, l'exode urbain pourrait nous avantager assez puissamment, me semble-t-il. Merci Marc. Alors, oui, vas-y. Non, peut-être sur la complexité, sur le temps en fait, des projets, on a à 10 ans, etc. Alors je rejoins ce que dit Marc, parce qu'on a besoin de cette visibilité et qu'un aménagement du territoire, il ne peut pas se penser pour juste le mandat. En fait, il nous engage sur du plus long terme. En revanche, il faut quand même reconnaître que parfois, on a des dispositifs qui sont d'une complexité folle et qu'on a besoin de simplification. Et que le temps des élus n'est pas le temps des citoyens, et que le temps de l'administration n'est pas le temps des élus non plus. Donc chacun doit prendre sa part de responsabilité. Voilà, les élus doivent être raisonnables dans leur communication. Parfois, on communique trop tôt, je pense. Les citoyens doivent pouvoir participer à la décision, etc. En tout cas, ils doivent comprendre ce qui est en train de se jouer, mais il y a aussi des niveaux où on doit simplifier l'administration. J'ai une pensée pour deux choses. On a parlé de notre modèle de redistribution, on n'a pas parlé des fonds structurels européens qui sont extrêmement puissants dans notre pays et qui permettent de résorber ces inégalités, mais qui sont finalement sous-employés parce que trop complexes
et l'État français, et c'est pas la faute de l'Europe nécessairement, mais l'État français en met sa couler. Et puis après, tous les niveaux intermédiaires, on peut parler des autorités de gestion que sont les régions. Là, on a un besoin criant de simplification pour aller chercher ces finances-là. Et puis, j'ai en tête aussi l'ANRU. Voilà, l'ANRU, c'est quand même, pour ceux qui sont un peu dans ces quartiers-là, monter un projet ANRU. Oui, alors pardon, Agence nationale pour la rénovation urbaine, donc qui est dédiée aux quartiers hyper denses où on concentre tout. Voilà. Oui, je vais faire des efforts, c'est promis, Monsieur le Ministre. Oui, mais voilà, et là, quand on démarre et qu'on commence à dire on a réussi à remporter, voilà, on est inscrit dans l'ANRU. Donc là, les élus locaux crient cocorico parce que faut parfois aller chercher le couteau entre les dents. Mais donc du coup, en fait, on n'y est pas encore au premier coup de pioche. Et donc le temps passe et les citoyens ne comprennent pas. Et donc je rejoins Marc quand il dit qu'on a besoin d'espaces de dialogue aboutis urgemment en fait, parce que ça permet de partager cette information et ça permet même de, évidemment, construire certains projets. Sur l'histoire cataclysmique que vous venez de nous raconter, non, mais je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis qu'il est quand même assez rarement, enfin, il me semble, assez rarement cataclysmique d'un bout à l'autre de ce que vous nous avez raconté. Et qu'en tout cas, je pense qu'il y a bon nombre de territoires, pas partout, parce qu'ils ne sont pas intégrés de la même manière, ils ne se sont pas dotés toujours des compétences, ils n'ont pas toujours la volonté politique au sein de leur projet de territoire. Mais c'est quand même assez rarement aussi catastrophique que ça. Il y a un nombre de dispositifs qui existent et qui parfois même s'empilent dans nos territoires. Alors évidemment, après, il faudrait préciser les territoires. Et il y a deux choses là-dedans qui me viennent à l'esprit dans ce que vous racontez. Il y a l'accès aux droits, et pas seulement le droit avec un grand D, mais les droits, l'accès... et la communication y est pour beaucoup. Il y a des choses qui sont finalement très accessibles quand on les regarde objectivement, mais que nos concitoyens ne mobilisent pas. Et pourquoi ils ne les mobilisent pas ? C'est ça la question en fait. Qu'est-ce qu'on a raté en termes de communication ? J'ai sur mon territoire une plateforme de la mobilité. Il n'est pas possible en Seine-Nord, 105 000 habitants, un axe structurant avec un transport urbain qui est bien présent, mais des zones rurales où il n'y en a pas, parce qu'évidemment, on n'a pas les sous pour pouvoir irriguer l'ensemble du territoire. Mais j'ai une plateforme de la mobilité qui me coûte un bras, avec les cofinancements de l'État, qui apporte une solution. Je vous assure qu'il y a une solution pour toutes les personnes, jeunes, moins jeunes, personnes handicapées, et pour toutes les situations, en insertion professionnelle, en besoin de soins, etc. J'ai trop peu de personnes qui mobilisent encore ça. Donc on a, nous, des efforts à faire en termes de communication. Il y a des relais qui ne se font pas bien. Bon, là, on est même dans la coopération intra-territoriale avec les associations porteuses, etc. Donc il y a cette question, me semble-t-il, d'accès aux droits, et puis cette lisibilité des dispositifs auxquels il faut qu'on fasse attention. Merci Anne. Je voulais peut-être que Frédéric réagisse par rapport aux propos de Madame concernant la jeunesse, puisque l'étude IFOP qui a été conduite, donc cette étude dite Nouvelle Vague, et qui est relatée dans ton ouvrage La Fracture, illustre justement la perception qu'ont les jeunes aujourd'hui de la société. Donc à la fois, tu vas le développer, une société qui est, des jeunes qui sont résilients, mais qui en même temps ont de moins en moins confiance dans les institutions, et qui en même temps se retournent vers des valeurs dites plus traditionnelles. Ça me permet de rebondir sur la question qui a été posée. Oui, les jeunes font de plus en plus leur marché entre des valeurs traditionnelles et des valeurs plus, si je puis dire, modernes. C'est vrai que jamais, et la référence, c'est la première enquête faite en 1957, à partir de laquelle Françoise Giroud forge le concept de nouvelle vague. Et cette enquête a été renouvelée tous les 10 ans. Elle a été réactivée spécialement pour ce livre 21 ans après la dernière. Jamais la valeur travail a été autant valorisée, en termes d'émancipation, en termes de réussite même de sa vie personnelle. Une des ruptures qu'on voit dans la jeunesse par rapport au passé, c'est nous, ce qu'on a connu dans les années 80, 90, c'est-à-dire l'envie, la tentation de créer une sorte d'étanchéité absolue entre sphère personnelle et sphère professionnelle, ça vole en éclat du côté de la jeunesse. Alors, pour revenir plus sur la question du travail et de l'accès à l'emploi, la jeunesse n'est bien sûr pas un bloc monolithique. Les plus jeunes, et malgré la crise du Covid, et c'est là que je reprends ce terme de résilience qui est bien sûr un petit peu galvaudé, ont été bien sûr touchés
puisqu'ils ont tous vécu des représentations en fait communes. Il y a une sorte de conscience générationnelle, un peu comme l'épreuve du feu en 14, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'ils ont eu le sentiment d'avoir perdu leur temps, de devoir payer pour la dette. D'ailleurs, entre parenthèses, et c'est bien de le dire, dans le cadre du parti de François Bayrou, qui le premier, de manière assez massive, en 2007, a remis la dette au cœur du débat présidentiel. Mes amis, pour 2022, cette thématique n'est même plus citée par les Français et est très peu pris en charge par le monde politique, alors que les jeunes en parlent. Et donc cette conscience générationnelle faite de toute une série de perceptions, on a été sacrifié, on a été stigmatisé, n'empêche pas les plus jeunes de se projeter très positivement vers l'avenir et de survaloriser la valeur travail. Ça, c'est chez les plus jeunes. Mais chez les 25-30, la génération de l'insertion qui, malgré la crise, ils entendent aussi la question des emplois non pourvus. Donc il y a aussi des véritables tensions et jamais le discours sur l'assistanat, c'est-à-dire les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voudraient, qui avant était cantonné à la droite de la droite, puis à la droite républicaine, qui maintenant arrive à gauche, n'a été autant mobilisé par les jeunes. Donc cette génération de l'insertion a beaucoup moins confiance et beaucoup plus inquiète, et politiquement et électoralement, ça se traduit par une jeunesse de moins de 25 ans qui est très favorable au président Macron, parce qu'on a le sentiment qu'il agit, qu'il bouscule les codes, qu'il s'inscrit en distinction avec ses différents prédécesseurs. Et en revanche, les 25-30 ans sont nettement plus favorables à un vote tribunicien, qu'il s'appelle Le Pen, Éric Z ou je ne sais pas qui. Et c'est... Je n'ai pas donné de nom. Et au moins, ça reste confidentiel. Et c'est quelque chose qui m'a absolument frappé. Ces jeunes de 25-30 ans sont quasiment 3/4 à dire, en période de crise, il faut réserver les emplois en priorité aux Français. Ces jeunes qui n'ont pas connu Jean-Marie Le Pen père reprennent sans gêne, si je puis dire, le principe historique du Front National lorsque Jean-Marie Le Pen a déboulé au début des années 80. Bien, merci Frédéric. Une autre question, trois petites questions encore, et puis après on passera à la table ronde prochaine. Madame. Oui, je suis étonnée qu'on n'ait pas parlé des maisons France Service, qui sont quand même un excellent moyen de revitaliser nos territoires et de répondre à tous ces gilets jaunes qui se sentaient vraiment abandonnés. Et je pense que c'est un retour vers eux qu'il faut non seulement connaître, nous déjà tous, pour en parler, et puis les médias devraient le reprendre, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve très positif. Merci de nous mettre au goût du jour. Merci Madame de parler de France Service. C'est vrai que, au fond, et tout à l'heure Frédéric parlait de la crise sanitaire et de la démographie médicale, qui est un sujet très important pour les Français. Et d'ailleurs, ils englobent dans le service public la notion médicale aussi. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout ça a été une lente décrue sur les territoires depuis 30 ans, pour des raisons de politique parfois, comme pour la santé quand même. On a eu une politique malthusienne totale pour la formation des médecins, et je rappelle que c'est ce gouvernement qui a levé le numerus clausus. Alors bien sûr, il faut le temps de former une nouvelle génération de médecins pour le voir, même s'il y a des solutions intermédiaires, on pourrait débattre sur le sujet. Et puis, il y a les services publics qui ont reculé sur les territoires. Ont reculé, ou parfois, je dois le dire comme cela, n'ont jamais existé. Et France Service est effectivement quelque chose de très intéressant, parce que, en fait, dans ces maisons, c'est un point unique où l'on retrouve au moins 9 services publics, que ce soit le service des impôts, la MSA, la retraite, Pôle emploi, etc. Et en fait, les Français sont très sensibles
à ce développement des France Services qu'ils ont l'impression, et ils n'ont pas que l'impression, ils voient revenir, c'est là où on voit la réalité, ils voient revenir sur les territoires et dans des lieux uniques des maisons France Services. Et bien évidemment, c'est lié aussi, et je dois le dire, on en a parlé tout à l'heure, c'est marque au développement de la fibre sur l'ensemble du territoire. Parce que vous savez que France Service, c'est des gens physiquement qui répondent à des questions de nos concitoyens, mais il peut y avoir aussi des systèmes de relais par visio, par vidéo, etc., avec des services qui sont à 20 ou 30 km et où on a une réponse immédiate puisqu'on a des gens désignés dans un service pour répondre. Et cela, c'est très important et je voudrais insister non seulement sur les maisons France Service, alors il y en a 1500 en France qui, à ce jour, ont été créées, dont 1000 dans la ruralité, donc je tiens à le préciser, avec bien sûr des partenaires que sont les collectivités territoriales, la MSA, etc., la Poste. Et je voudrais bien sûr dire qu'il y a une autre chose qui est très importante, et je reviens un peu sur les histoires de projets tout à l'heure, et puisque je les micros, j'en profite. C'est aussi ce qui a été terrible sur les territoires, c'était le recul aussi du service public au niveau de l'ingénierie, au niveau technique. Moi, j'ai été maire, j'ai été élu maire en 1989, ce qui fait un certain nombre d'années. On avait dans les départements, dans les services techniques de la DDE, comme on disait à l'époque, des gens qui accompagnaient les élus et qui apportaient leur savoir, leur technicité, leur matière grise, et qui accompagnaient aussi les élus pour la réalisation de leurs projets. Et vous savez qu'il y a eu pendant des années un recul très important ces 20 dernières années, et surtout, on a vécu une période où la mode, et ça a été dit tout à l'heure, entre guillemets, c'était le fait régional. Et on a coupé la tête à peu près à 30% des fonctionnaires d'État dans les services techniques des départements. Et ça a joué, j'en suis certaine, au niveau des collectivités territoriales et des plus petites d'entre elles, un rôle désastreux. Et je pense, n'est-ce pas, et c'est la volonté du gouvernement aujourd'hui, le Premier ministre et le précédent Premier ministre étaient sur la même ligne d'ailleurs, veut remettre sur les territoires au niveau départemental plus de technicité pour accompagner aussi les élus locaux. C'est aussi pour cela que nous avons créé l'Agence nationale de cohésion des territoires, en faisant des préfets de département, des représentants de cette Agence nationale de cohésion des territoires, avec des bons à tirer pour les élus et gratuits dans les communes de moins de 3500 habitants pour tout problème technique pour accompagner un projet, monsieur. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Le retour de la vie et de l'activité dans les zones les plus rurales, c'est quelque chose évidemment de fondamental, mais qui doit vivre aussi avec son époque. Et c'est pour ça, n'est-ce pas, que le développement de la fibre, vous savez que nous sommes le premier pays européen pour le développement de la fibre. Et c'est fondamental quand on pense que le téléphone a mis 50 ans à aller jusque dans le fin fond des campagnes. Nous aurons fait, pendant ce quinquennat, un bond absolument extraordinaire. Et ça va rendre service aussi à la télémédecine. Enfin, tout ça est dans tout, si je puis dire. Merci beaucoup, Jacqueline. Bien, nous allons devoir terminer cette table ronde. Merci à tous nos intervenants pour votre présence et pour la qualité de vos échanges. Et je vous invite à rester sur la prochaine table ronde, et justement qui s'adresse à la jeunesse également. Comment faire reculer l'abstention aujourd'hui? Et c'est un débat entre les mouvements de jeunesse des différentes formations politiques françaises.